Bonjour Maître Ayoun, ravi de faire ce webinaire avec vous. Je suis Ruben Arnold, je suis président directeur général de Carnot. Carnot qui est une entreprise qui a pris comme mission sur elle de lutter contre la fraude au DPE. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir, Benjamin Ayoun, pour discuter justement de la fraude au DPE entre les propriétaires bailleurs et les locataires. Bonjour. Magnifique initiative. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Allons-y directement dans le vif du sujet. Donc, Benjamin Ayoun, vous êtes vous-même spécialiste du droit immobilier depuis une quinzaine d'années. Vous officiez sur Marseille dans votre cabinet. Vous êtes spécialiste de ces questions sur un bail entre un propriétaire bailleur et un locataire. Donc, ma première question à vous, ça serait de vous demander, de manière générale, comment un locataire doit réagir en cas de DPE suspicieux ou manifestement faux? En cas de DPE suspect ou manifestement faux, il y a d'abord lieu de vérifier si ce DPE est réellement faux ou suspect. Il existe de réelles banques de données qui nous permettent de vérifier, avec le numéro du DPE qui vous est communiqué, si ce DPE existe ou s'il a été maquillé, modifié, ou si la date a été changée par rapport à des données antérieures, ou par rapport à un autre bien, par exemple, si l'adresse a été changée. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir vérifier la réalité de ce DPE. Si vous avez un DPE qui est faux, vous avez beaucoup de choses à faire. Vous avez des actions en responsabilité contre votre bailleur et des demandes d'indemnisation qui sont possibles. On a développé tout un outil pour ça qui est disponible gratuitement sur carnot.fr, krno.fr. Est-ce que ça peut vous aider, vous, dans votre travail pour commencer à constituer un dossier? Comme dans toute procédure, ce qui est le plus important au départ, c'est d'avoir des pièces. Une fois qu'on a les pièces et qu'on peut justifier et démontrer le côté erroné ou falsifié du DPE qui nous est présenté et qui a été communiqué par le bailleur au moment de la signature du bail, c'est beaucoup plus simple pour introduire une procédure par la suite, bien évidemment. Si je comprends bien, en cas de DPE suspicieux ou manifestement faux, il faut commencer à constituer un dossier, tester le DPE, on peut le faire sur carnot.fr, vous donnez ces pièces, vous communiquez ces pièces-là. Donc c'est aussi un service qu'on propose sur carnot.fr de récupérer les différentes pièces pour constituer votre éventuel dossier. Donc quelle est la situation si le DPE était valide à la signature du bail, mais entre-temps le temps a passé et le DPE est devenu périmé parce qu'on sait qu'un DPE, ça a une durée de validité, alors en fonction des réformes, entre 5 et 10 ans. Qu'est-ce qui se passe si le DPE était valide à la signature, mais maintenant périmé? On ne peut pas considérer qu'un DPE qui était valide au moment de la signature du bail, mais qui s'est périmé dans la durée du bail, soit une faute de la part du bailleur. C'est-à-dire que le bailleur n'a pas d'obligation de fournir un nouveau DPE dans une reconduction tacite du bail ou pendant que le bail se poursuit. Cependant, le locataire peut exiger un DPE valide pour vérifier la conformité du logement aux critères de décence énergétique du logement qui lui est loué. En effet, vous avez des règles qui peuvent être modifiées dans la durée et par conséquent, la seule manière de vérifier si les règles sont respectées, c'est d'avoir un DPE valide. Le propriétaire n'est pas obligé d'en fournir un s'il devient invalide ou s'il y a une tacite reconduction du bail. Par contre, si le locataire le demande, il est obligé d'en fournir un? Exactement. Vu qu'il est périmé, on ne peut pas vérifier si effectivement le logement, au regard des avancées et des modifications qui ont pu avoir lieu dans la durée depuis le moment où ce DPE avait été édité, si les règles sont toujours conformes par rapport au logement qu'on occupe. Par conséquent, le locataire peut demander la réalisation d'un nouveau DPE à la charge du bailleur. Et est-ce qu'il peut le faire par lui-même, ce DPE? Est-ce qu'il va lui-même contacter un diagnostiqueur et faire un DPE? La particularité de ce genre de document, c'est que n'importe quel diagnostiqueur est censé rendre le même DPE. Donc, si un locataire édite lui-même son DPE, je pense qu'il sera opposable au bailleur. Merci. Et si le DPE était soit déjà périmé à la signature du bail, ou soit même, dans certains cas, n'a pas été fourni à la signature du bail, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Là, c'est beaucoup plus grave, parce que c'est une obligation de fourniture du DPE valide. C'est une obligation légale de la part du bailleur. Le bailleur doit, en application de l'article 3-3 de la loi de 89, communiquer, c'est une obligation en même temps que la signature du bail, et même avant même la signature du bail, parce que c'est une obligation très contractuelle d'information, communiquer ce DPE. Si le DPE était périmé avant cette date, c'est comme si ce DPE n'existait pas. Le bailleur a donc manqué à son obligation d'information et il peut engager sa responsabilité. Qu'est-ce qu'il engage comme responsabilité exactement? Alors, d'abord, l'obligation de réaliser un nouveau DPE, mais aussi il peut engager sa responsabilité sur des dommages et intérêts par rapport au préjudice subi par le bailleur. Alors nous le verrons, j'imagine, plus tard, mais notamment en raison des préjudices qui sont ceux des augmentations des coûts d'énergie liés à un DPE qui serait défavorable, mais aussi le fait que quand vous avez un logement indécent, vous avez des préjudices moraux qui sont considérables. Bien évidemment, si le DPE qui est fourni par la suite est un DPE qui est parfait, généralement, les préjudices sont moindres. Donc, vous dites qu'il
il était obligé de fournir un DPE à la signature du bail. Pour vous, c'est une évidence, avant même la signature du bail. Est-ce que la date de signature du bail a un impact? Parce qu'on sait que le DPE a subi plusieurs réformes. En 2021, l'opposabilité du DPE. En 2024, au 1er janvier 2025, on a commencé à avoir des mesures d'interdiction de location des passoires énergétiques G. Est-ce que la date de signature du bail sans DPE a un impact, ou depuis 89, comme vous le dites, n'importe quel bail doit être signé avec un DPE transmis en bonne durée de validité? Alors, tout logement doit répondre à des critères de décence énergétique. Donc, je vais vous dire d'une certaine manière, peu importe qu'un bail ait été signé il y a 35 ans et que le DPE n'était pas obligatoire, si le locataire en fait la demande, le bailleur doit fournir un DPE valide pour vérifier la conformité du logement aux critères de décence énergétique. Ce n'est pas une faute de sa part, vu qu'il n'y a pas de faute précontractuelle, étant donné qu'il n'avait pas cette obligation de fournir ce DPE, mais pour autant, il a l'obligation de démontrer que son logement est conforme aux critères de décence énergétique et par conséquent, il doit un DPE au locataire. Il y a eu donc cette loi climat et résilience qui a été votée en août 2022, si je ne me trompe pas, qui interdisait l'augmentation des loyers pour les passoires thermiques. On rappelle que les passoires thermiques, ce sont les logements classés F ou G, donc les deux pires lettres sur l'échelle de notation du DPE. Donc, a priori, vous êtes locataire ou propriétaire bailleur d'un tel logement, il y a une interdiction depuis d'augmenter les loyers comme on le ferait à chaque anniversaire du bail. Oui, alors la loi climat et résilience du 22 août 2021 qui interdit toute augmentation de loyer pour les logements classés F ou G a pris effet le 24 août 2022. Bon, donc à partir du 24 août 2022, si effectivement vous avez un document falsifié, un document erroné ou un document non communiqué, le bailleur ne peut pas augmenter les loyers. S'il l'a fait, le preneur à bail, le locataire, est en capacité de demander à son bailleur le remboursement des augmentations de loyer qui ont été appliquées. Quand on sait que en période d'inflation, vous avez des augmentations qui vont de 3 à 5% par an des loyers, ça fait des montants très importants. Effectivement. Vous pouvez aussi, excusez-moi, engager une action en responsabilité pour obtenir des dommages et intérêts. Parce que, outre l'augmentation de loyer, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez demander d'être indemnisé des surcoûts énergétiques que vous avez eus. Quand vous avez un F ou un G, je peux vous dire que le coût d'électricité pour les chauffages ou les éléments qui servent à pallier ces carences de décence énergétique sont monstrueux. Donc, ça fait vous pouvez demander l'indemnisation. Est-ce que vous pouvez demander à réinitialiser le loyer à son niveau de août 2022? C'est exactement ça. Si on conteste les augmentations de loyer et qu'on demande le remboursement, le loyer ne sera pas indexé et restera celui d'origine. D'accord, donc il y a vraiment un impact financier qui peut être conséquent pour un locataire qui aurait été en fait logé dans une passoire thermique peut-être sans le savoir, et s'il s'en rend compte maintenant parce qu'il y a une fraude sur le DPE ou parce qu'il se rend compte que le DPE qui lui a été donné était un F ou G, il peut prétendre à tout ça. Il peut prétendre à remboursement des augmentations, réinitialisation du loyer à la hauteur d'août 2022 et peut-être indemnisation sur frais énergétiques, enfin une partie qu'il a engagée. C'est bien ça, maître? C'est bien ça. Mais quand vous voyez quels sont les montants des augmentations actuelles des loyers, qui vont autour de 3% annuellement, vous avez sur 3 ans une augmentation qui peut être de 10%. Si vous avez un loyer de 1 000 € par mois, ça fait 12 000 € par an, c'est une différence de 1 200 € par an. C'est très important. D'accord, donc il récupérerait globalement, un locataire pourrait récupérer globalement l'équivalent d'un mois de loyer sur ces 3 ans, qui en fait représente les augmentations indues sur toute la période. Plus cette estimation qui a été faite rapidement concerne un mois de loyer uniquement pour la 3e année. Mais la première année, si c'est une augmentation de 3%, c'est 3% des loyers versés sur la première année, plus 5 ou 6% la 2e année, plus 10% la 3e année. Donc c'est considérable. Oui, ça s'additionne, ce que vous voulez dire, c'est que ça s'additionne. Donc il peut y avoir effectivement des enjeux considérables. Peut-être évoquer aussi la question des travaux de rénovation énergétique avec vous. On lit dans la presse que le propriétaire devrait mettre son logement en conformité, donc faire des travaux de rénovation énergétique. Est-ce que ces travaux peuvent être exigés par le locataire auprès du propriétaire? Alors, tout dépend de la situation dans laquelle on est. Si nous avons un faux classement, si on nous a informé que le loyer était en B, C, D, E, alors qu'il était en F ou G, on est dans une situation où on peut demander à ce que l'information contractuelle, précontractuelle qui nous avait été donnée soit appliquée, que par conséquent le bailleur ait l'obligation de rendre le logement dans ces conditions-là. Donc on va à la fois demander ce qu'on a demandé tout à l'heure, c'est-à-dire une indemnisation sur nos préjudices, mais aussi
demander à ce que le logement réalise les rendements et les obligations d'une classe supérieure. Donc faire réaliser des travaux pour qu'on soit là-dessus. Mais aussi, on peut demander à faire réaliser un nouveau DPE pour établir une véritable classe énergétique, ce qui a peu d'intérêt. Mais l'importance là-dedans, c'est que vu qu'on nous a vendu quelque chose de bien particulier, on demande aux bailleurs à ce que le logement soit conforme à ce qui nous a été vendu. Mais si il est impossible de rendre conforme le logement, nous pouvons demander une baisse de loyer chronique. En effet, si on loue un bien qui est d'une classe meilleure de décence énergétique alors qu'il est véritablement en F ou en G, que ça ne peut pas être modifié, on peut soit obtenir la résiliation du bail sans délai, c'est pas toujours intéressant parce qu'on sait combien il est difficile de se loger dans certaines régions de France et on ne veut pas quitter des logements, mais on peut aussi demander à ce que le loyer soit aligné selon la réalité de ce logement, qui est un logement avec une décence qui est beaucoup moindre. C'est très clair, Maître. Vous parlez effectivement à chaque fois de demander. Donc en fait, on va peut-être parler maintenant de la procédure à envisager. Avec Carnot, aujourd'hui, vous proposez de générer et d'envoyer aux propriétaires bailleurs un message, une lettre officielle de mise en demeure signé par vos soins. Comment ça se passe? Est-ce que c'est ça la première étape dans un différend? Est-ce qu'on passe tout de suite à la mise en demeure ou est-ce qu'on essaye dans un premier temps de parler avec son propriétaire? Une mise en demeure n'est qu'une phase amiable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'aperçoit qu'il y a un problème, que ce soit une falsification, que ce soit une erreur de diagnostic ou que ce soit un diagnostic qui était périmé ou non communiqué au moment du bail. Avant toute chose, il faut en parler à son bailleur. Je pense qu'une grande partie des dossiers doivent être et peuvent être facilement résolu par une solution amiable qui peut être trouvée avec son bailleur. Ne serait-ce que pour l'indexation des loyers. Si on refuse l'indexation des loyers à son bailleur, il suffit, à mon sens, de lui écrire en faisant les calculs et en lui indiquant quels sont les montants qui doivent être remboursés et quel est le loyer qui doit être appliqué à partir du moment où on s'en aperçoit. Si nous avons un bailleur récalcitrant, j'aurais du mal à comprendre comment un bailleur peut être récalcitrant avec la fourniture d'un DPE erroné ou frauduleux. Une procédure judiciaire devrait être entamée, mais c'est une autre étape. La première étape, c'est toujours celle-là, c'est d'informer la personne avec laquelle on a un problème, en l'occurrence notre bailleur, que nous rencontrons un problème avec le document qui nous a été communiqué et que ce problème induit des conséquences juridiques et financières. Généralement, une mise en demeure qui fait un peu peur pour un profane, une mise en demeure, ça semble être un jargon qui est là pour impressionner. Donc c'est en fait une lettre dans laquelle vous posez clairement les faits, c'est ça. Vous posez clairement la situation du DPE, la situation des loyers, et puis vous demandez, donc dans une procédure à l'amiable, puisque vous n'êtes pas en train de déposer un dossier auprès du tribunal, c'est ce qui permet généralement de faire avancer les dossiers et de les débloquer. Bien sûr, parce que à l'heure des intelligences artificielles, de l'information qui est présente partout et contradictoire, le fait d'être accompagné par un avocat qui va simplement dire le droit, analyser des documents, analyser la situation et s'engager dans un courrier, va avoir beaucoup plus de poids qu'un locataire qui va écrire à son bailleur en disant « Cher bailleur, je pense que ». Le bailleur va peut-être lui répondre en lui disant « Mais pas du tout, vous rigolez d'un revers de main ». Le fait qu'un professionnel du droit, qu'un auxiliaire de justice, un avocat écrive au bailleur a beaucoup plus de poids dans la mesure où une analyse sera faite in concreto du document et des effets juridiques et des conséquences financières que cela induit. Donc cela permettra, à mon sens, peut-être de faire reprendre raison au bailleur ou que le bailleur s'aperçoit effectivement qu'il a fait une erreur et en tout état de cause, que le bailleur analyse le courrier et ne le rejette pas d'un revers de main. Très clair. Donc, si je résume toute cette conversation, effectivement, le DPE a pris une importance capitale dans les relations entre un propriétaire bailleur et un locataire. Il y a de nombreuses situations dans lesquelles, soit pour un DPE erroné, faux, falsifié, pas présenté, etc., le propriétaire bailleur a des obligations vis-à-vis de son locataire, des obligations à la fois à produire un logement décent et éventuellement des remboursements à faire si des sommes ont été chargées de manière indue à son locataire. Et donc, votre cabinet, vous, Maître Alioune, avec l'aide de Carnot, on est capable ensemble d'analyser le DPE, d'analyser le dossier du client et d'offrir cette fameuse lettre qui permet, dans la plupart des cas, de débloquer la situation, signée par vos soins, votre cabinet, Maître Alioune, c'est ça, qui permet donc d'obtenir réparation ou d'obtenir remboursement, qui est la première étape et qui généralement fonctionne. Évidemment qu'après, si ça ne fonctionne pas, il faut envisager une autre stratégie. Mais dans la plupart des cas, vous trouvez que c'est la bonne chose à faire. Oui, en effet, un accompagnement d'une société comme Carnot dans la recherche, la vérification et la demande de pièces au client est une aide considérable pour pouvoir instruire un dossier qui va mettre
ensuite confié pour que je puisse rédiger une mise en demeure. Je trouve que c'est une méthode parfaite parce que le plus long pour les propriétaires et les locataires, c'est de pouvoir instruire ce dossier, être accompagné, qu'on leur dise exactement quelle pièce on a besoin, etc. Donc c'est vraiment une très bonne méthode et je pense en effet qu'un courrier bien pensé et bien justifié permettra de résoudre pas mal de solutions. Écoutez, merci Maître pour tous ces éclairages. Je pense que ça a beaucoup intéressé les auditeurs de ce podcast, de ce webinaire. Je vous remercie pour toutes ces précisions et on peut inviter tous les auditeurs qui ont besoin d'aide sur ces sujets-là eh bien, à soumettre leur dossier sur carnot.fr, krno.fr et après l'analyse Carnot, ça arrivera sur votre table pour donner suite au dossier. Un grand merci Maître. Merci, au revoir.